Bonjour tout le monde. Pour ceux qui sont déjà venus ici, vous reconnaîtrez peut-être l'endroit. En effet, c'est ici que pendant plus de 20 ans, mon père, maître Yi Kuan Yang, avait établi son académie d'arts martiaux ici à Montreuil. Il y a plus de 20 ans, mon père avait une grande vision quand il avait eu ce bâtiment. En effet, c'est un bâtiment ici sur 2 étages et sa vision c'était qu'il voulait créer un centre de formation, un centre d'entraînement où les gens allaient venir du monde entier pour pouvoir s'entraîner avec lui. Donc ici, vous voyez, c'était censé être l'espace dojo et en dessous, il devait y avoir un restaurant, un espace de vie, des dortoirs, une salle de musculation et puis derrière moi, de l'autre côté, nous avions effectivement l'appartement où notre famille devait vivre. Aujourd'hui, comme vous pouvez le voir, de ce lieu, il ne reste que des ruines. Pour la petite anecdote, ce qui s'est passé, c'est que, en fait, la vision de mon père n'a jamais réussi à éclore d'un point de vue financier. Et puis, la réalité matérielle l'a rattrapé, si bien qu'au bout d'un moment, il s'est retrouvé dans une position où où il a pris la décision de se libérer du bail de la salle afin de pouvoir préparer le dernier chapitre de sa vie, c'est-à-dire sa retraite. Et au final, par multiples circonstances, ce lieu s'est retrouvé comme ça, vraiment complètement dépouillé, dans un état de ruine, pas de son propre chef d'ailleurs, mais bon, ça c'est toute une autre histoire. Et donc mon père s'est retrouvé dans une situation assez difficile où il tentait de se libérer, enfin de revendre le bail de la salle, mais dans un état inexploitable, donc avec des frais de travaux à engager qui étaient très importants. En parallèle de tout ça, il s'avère que moi, donc son fils, je suis rentré en France en début d'année 2022 dans des circonstances plutôt dramatiques, si ce n'est dire catastrophiques, non, plutôt dramatiques, on va dire. Je me suis retrouvé à rentrer en France pour ce que je pensais être un retour temporaire. C'est-à-dire que je pensais que ça allait être un rebond, comme j'en ai déjà eu une autre fois dans ma vie. Je pensais que j'allais juste besoin de recharger un peu mes batteries, éclaircir certaines situations administratives, régler quelques affaires, pour pouvoir ensuite repartir en Amérique du Nord. Puis finalement, par multiples circonstances et par multiples signes, en mai dernier, j'ai pris la décision de rester en France pour une période d'1 an. Ne voyant que les choses n'avançaient pas trop comme je le souhaitais, j'ai senti qu'il y avait un petit peu des signes du destin qui ne m'encourageaient pas. Enfin, j'avais le sentiment de devoir nager à contre-courant. Et dès lors que j'ai pris la décision de rester en France pour une année, toutes les portes ont commencé à s'ouvrir à moi. Dans la vie professionnelle, dans la vie professionnelle, dans beaucoup d'aspects de ma vie, beaucoup de choses ont commencé à s'ouvrir et à se libérer. C'est alors que j'ai commencé à explorer davantage et à approfondir cette réflexion de me demander, mais il y avait tellement de signaux qui convergeaient dans la même direction que je me suis dit, dans ce cas-là, si c'était la volonté du destin que je revienne en France, pourquoi ? Qu'est-ce que je dois faire ? Est-ce qu'il y a des choses que je n'ai pas accomplies, des choses que je n'ai pas finies, des choses dont je ne sais pas ? Et c'est ainsi que m'est venue l'idée, c'est ainsi que j'ai réalisé qu'effectivement, une très grosse partie de ma vie, comme vous le savez peut-être pour certains d'entre vous, c'est ma relation avec mon père. Donc depuis des années, j'ai recueilli des documents, j'ai recueilli beaucoup d'archives et puis j'avais commencé un travail de compilation de toutes les informations que j'avais sur lui le concernant, dans le but de pouvoir faire soit un documentaire, un livre ou quoi que ce soit. Et finalement, vivant à distance, donc vous voyez, les 9 dernières années, je les ai vécues à l'international, donc au Canada, aux États-Unis, au Japon, etc. Et en étant à distance, aucun des différents efforts que j'ai pu mener n'ont réussi à se matérialiser concernant la vie de mon père. Donc me voici aujourd'hui en France avec aujourd'hui la conviction
que le destin m'a fait revenir ici pour que je termine quelque chose, pour que j'accomplisse quelque chose vis-à-vis de mon père. Ainsi est née l'idée pour moi de faire cette chaîne YouTube. Voilà, la symbolique est assez forte. Comme vous pouvez le voir, là je me balade dans le lieu, de trouver un petit peu ce bâtiment en ruine, là où j'ai grandi et là où mon père avait eu cette grande vision. J'ai l'impression que j'ai cette possibilité de rétablir une certaine balance, presque une certaine justice en quelque sorte, puisque à l'heure actuelle, des amis et moi sommes en discussion pour reprendre le bail de la salle et pour pouvoir inaugurer un nouveau projet. Donc si tout se fait correctement, nous avons un projet de rénovation de la salle pour pouvoir en faire quelque chose de nouveau, qui restera dans l'esprit initial de ce que mon père voulait accomplir, mais qui sera par définition modernisé, etc. Donc, lorsque j'ai réalisé qu'il y avait quand même quelque chose d'important à faire vis-à-vis de l'œuvre de mon père, pas seulement au niveau de la salle, mais aussi de sa réputation, puisque, comme vous le savez, enfin, comme vous le savez, peut-être que vous ne le savez pas, mais en tout cas, mon père n'a plus trop d'actualité. C'est une personnalité qui est un petit peu oubliée, qui est un petit peu has-been dans le milieu des arts martiaux. Et pour autant, il a quand même certains fans qui continuent à le suivre et qui sont curieux et demandeurs d'en savoir un peu plus sur sa vie, pour ceux qui le connaissent. Donc, de fil en aiguille est venue l'idée pour moi de monter cette chaîne. Donc, cette chaîne, elle a plus ou moins, elle a 3 objectifs. Le premier, c'est donc de documenter ce processus de rénovation de la salle. On va voir si ça va se faire ou ça va pas se faire. Deuxième objectif, c'est que je puisse vous raconter des histoires inédites que mon père m'a confiées. Et enfin, le troisième objectif, c'est que moi, en tant que son fils, je puisse aussi vous raconter mon enfance et qu'est-ce que ça a été l'expérience d'être le fils du maître. Alors, dans cette première vidéo, je vais vous parler de mon expérience et de qu'est-ce que c'est que d'être le fils du maître. Alors, vous savez, tout d'abord, il y a les préconçus, hein, c'est-à-dire que quand on vous dit, quand vous rencontrez un enfant qui vous dit mon père est maître d'arts martiaux, on s'imagine tout de suite des grands clichés, genre ouh là là, son père il doit être très discipliné, très rigoureux, il doit se prendre des coups chez lui, je suis sûr que ils doivent manger sans broncher, tout est hyper carré, tout est hyper militaire, etc. Une grande partie de ces clichés sont vrais, hein, sinon, si les clichés n'étaient pas en partie vrais, les clichés n'existeraient pas, n'est-ce pas? Mais bon, il y a une autre partie qu'il faut que je vous partage, c'est que au-delà de ce cliché, il faut réaliser que mon père n'est pas un maître comme un autre, ce n'est pas une personne comme une autre, puisque pour la majeure partie de mon enfance, mon père a mené une double vie. Mon père a mené une double vie. Enfin, pas double vie, genre il avait une deuxième femme et deux enfants. Quoique, je ne sais pas. Mais il avait une double vie dans le sens où la journée, il était agent de police, enfin agent du ministère de l'Intérieur. Et le soir, il était maître d'arts martiaux. Enfin, soir et week-end. Forfait Millennium, soir et week-end. Et donc, ce que je veux vous dire par là, c'est que de ce fait, du fait que mon père menait cette double vie, une grande partie de mon enfance, mon père n'a pas été très très présent dans ma vie. Aussi simple que ça. Donc, tous les clichés que vous pouvez imaginer sur le père, maître d'arts martiaux, toujours très discipliné, très autoritaire, je l'ai vécu, mais cependant, ce n'était pas à l'échelle du quotidien. Donc, c'était quelque chose que j'ai vécu de manière assez décousue, on va dire. C'est-à-dire que nous avons alterné des moments où il était présent et dans ces moments-là, il était très sévère, très autoritaire, très discipliné, mais aussi très pédagogue, puisque mon père est quelqu'un de très philosophe et depuis mon plus jeune âge, il m'a toujours transmis avec aucune barrière des réalités de la vie, des concepts philosophiques que lui avait acquéris sur le terrain et sur les expériences de sa vie. Donc c'était assez décousu mais assez intense, puisque quand il était présent,
c'était très profond, c'était très, oui, très intense. Et puis après, il y avait beaucoup de moments où il était tout simplement pas là. Du coup, les conséquences aujourd'hui sur notre relation, c'est que maintenant que nous nous sommes retrouvés, comme je vous l'ai expliqué plus tôt, du fait que j'avais fait une bonne partie de ma vie à l'étranger, et déjà du fait que pendant une bonne partie de mon enfance, il n'a pas été très présent, et qu'ensuite j'ai fait une bonne partie de ma vie à l'étranger, effectivement, il y a tout simplement, avec nos retrouvailles, il y a une relation à créer. Nous sommes dans cette situation assez particulière où nous avons à la fois une grande gêne et une grande pudeur à cause du gap, enfin de l'écart qui existe entre ce qu'on appelle le domaine de l'inné et le domaine de l'acquis. C'est-à-dire que sur ce qui est du domaine de l'inné, nous arrivons à voir mutuellement qu'il y a des aspects de notre personnalité, des traits intrinsèques à notre tempérament, à notre personnalité, sur lesquels on se ressemble tellement. Et surtout, mon père et moi partageons des parallélismes au niveau de notre cheminement dans nos vies, je sais que mon père, quand il a réalisé cela il y a 5 ans, quand il a réalisé à quel point ma vie était parallèle à la sienne, il m'avait dit ouvertement que ça lui avait glacé le sang et qu'il ne comprenait pas en fait que je puisse suivre un chemin aussi parallèle au sien, alors qu'il y avait pas mal d'aspects de sa vie que je n'étais pas forcément censé connaître. Donc ça c'est pour la partie innée. Et pour la partie acquis, c'est que forcément, du fait de son expérience, de qui il est, et puis mon expérience et qui je suis, dans l'environnement dans lequel j'ai grandi, bah, on est tout simplement deux personnalités à, à des, presque à des années-lumière en fait. Donc ouais, on est très différents. On est très différents et pourtant on arrive à voir que intrinsèquement, il y a des choses sur lesquelles on se ressemble énormément. Donc c'est une situation vraiment assez particulière, je vous avouerai, où on doit apprendre à construire une relation. Construire une relation avec, vous voyez, normalement quand on construit une relation avec un étranger. Mais nous, dans notre cas, on apprend à construire une relation avec quelqu'un qui n'est clairement pas un étranger et dont tous les signes pointent sur le fait que ça n'est pas un étranger. Tout ça pour vous dire que être le fils de Maître Lee, euh, peut-être que certains d'entre vous qui sont fans d'arts martiaux, qui sont fans de culture coréenne et tout, peuvent avoir une image assez fantasmée et idéalisée de qu'est-ce que ça peut être, de se dire oh, je suis sûr que ton père a dû t'apprendre des techniques secrètes, je suis sûr qu'il t'a transmis quand même des valeurs qui ont permis de te propulser, d'avoir une ascension dans ta carrière qui te permet d'être là aujourd'hui, etc., etc. Donc, tous ces préconçus, toutes ces idées-là sont assez justes au final, mais en contrepartie, il y a, comme je vous le disais plus tôt, il y a un revers de la médaille. Le revers de la médaille, effectivement, c'est cette relation, cette relation qui est un petit peu spéciale, que nous avons. Et c'est que nous vivons un véritable choc des cultures et choc des valeurs. C'est-à-dire que mon père, euh, mon père même avec le temps, vous savez, quand j'étais plus jeune, j'avais une image de mon père, je l'avais affectueusement, on va dire, surnommé le Big Fish. Parce que vous savez, dans le film de Tim Burton, donc le Big Fish, c'est le père du héros qui raconte sa vie de manière tellement fantasmée, idéalisée, c'est ça, que son fils, en fait, n'arrive plus à distinguer quel est le vrai du faux. Et au final, à la fin du film, le fils découvre que toutes les histoires que son père lui a racontées sont vraies. C'est juste qu'elles avaient été imagées d'une manière que le garçon, dans son imaginaire, avait projeté des images qui étaient vraiment fantastiques et que ça avait été raconté de cette manière-là, mais que factuellement, tous ces personnages-là et tous ces faits avaient été avérés. Donc, moi, affectueusement, j'avais appelé mon père le Big Fish parce qu'il me racontait des choses tellement extraordinaires, tellement incroyables que, avec l'âge, je n'arrivais juste plus à le croire. Je n'arrivais juste plus à le croire et à un moment, j'ai vraiment pensé qu'il était un peu, vous voyez, mythomane comment, ou égocentrique, narcissique. Enfin, vous voyez un peu, voilà quoi, un peu tout ça quoi. Mais avec le temps, avec les années qui ont passé,
Et tous les doutes que j'ai pu avoir sur ses traits de personnalité, sa psychologie, je réalise que vraiment mon père est quelqu'un d'intimement convaincu. C'est un vrai guerrier, c'est un vrai samouraï, c'est un homme qui incarne véritablement l'idéologie et les valeurs des arts martiaux. Et j'essaierai de développer tout ça dans d'autres vidéos, mais je pense que si vous réussissez à intégrer cet aspect-là, vous comprendrez en fait énormément de ses décisions, énormément des contradictions que nous avons pu observer chez lui, dans sa carrière ou dans ses interactions sociales. C'est dû au fait que, vous savez, mon père est arrivé en France donc, en 69, donc il est arrivé à l'âge de 23 ans, et n'oubliez pas qu'il est issu de l'après-guerre. Mon père a grandi sans père, puisque son père a été kidnappé par les Coréens du Nord, et il a grandi dans les rues, tout simplement. C'était un jeune garçon brillant qui a grandi dans les rues, et finalement qui a trouvé refuge dans les arts martiaux, et qui a trouvé le cadre et la discipline par lequel par lequel ses valeurs ont été forgées. Par la suite, très jeune, il s'est engagé dans l'armée. Puis après, donc, voilà, il est rentré dans l'armée coréenne. Puis ensuite, il s'est engagé dans la guerre du Vietnam. Et ensuite, il a intégré les services secrets coréens. Donc, vous voyez, ce que j'essaie de vous exprimer par là, c'est que mon père a grandi dans un contexte où c'était un software sur lequel on a pu faire un reset et sur lequel, comme c'était l'après-guerre, ils ont installé un software qui était vraiment très rigide, très très rigide. Et puis mon père arrive en France en 69, donc mai 68 quoi, un an après mai 68, donc là, les mentalités en pleine révolution des mœurs. Mon père arrive dans ce contexte-là et il vit un véritable choc des cultures. Je vous raconterai d'autres anecdotes assez rigolotes que lui m'avait partagées. Mais par exemple, pour lui, lorsqu'il voyait des jeunes garçons et des jeunes filles se tenir la main dans la rue, pour lui, mais c'était juste inconcevable. Inconcevable. Donc lui-même, il a vécu ce choc des cultures. Et pourtant, toute sa vie, et encore jusqu'à maintenant, mon père continue à essayer de composer avec les différentes pièces et les différents éléments qui composent ces différentes cultures, sans vraiment réussir à constituer son propre modèle. C'est-à-dire que c'est comme si, vous voyez, il avait d'un côté une pyramide de la culture coréenne, d'un modèle de culture coréenne, d'un côté et d'un autre, il a un modèle psychologique d'une pyramide occidentale, donc française. Donc encore aujourd'hui, mon père a encore beaucoup de difficultés à essayer de composer, de créer sa propre pyramide de valeurs et d'être en accord avec celle-ci. Donc vous voyez, normalement, pour la plupart des gens, d'un point de vue psychologique, il existe deux pistes. Soit vous décidez de vous accommoder des règles dans lesquelles, enfin, de l'univers dans l'environnement dans lequel vous évoluez, soit vous décidez de devenir un marginal, entre guillemets, vous créez votre propre système de valeurs et de principes et vous vivez selon ce propre système-là. Et mon père, eh ben, encore aujourd'hui, il est tiraillé entre ces deux mondes. Il a la Corée des années 50, on va dire, la Corée des années 50 qu'il a connue, le monde moderne, les arts martiaux tels qu'il les a connus et les arts martiaux tels qu'il les voit aujourd'hui. Et vous voyez, désolé de m'éparpiller dans cette première vidéo, mais cela s'exprime dans beaucoup de ces indécisions aujourd'hui. C'est-à-dire que, vous savez, ça fait au bas mot une dizaine, si ce n'est une quinzaine d'années, que mon père a entamé un processus de réflexion, de retour en Corée. Il y avait monté une salle, il avait essayé de reprendre des activités, il avait également repris contact avec la fédération, il était question qu'il rejoigne la fédération mondiale, etc. etc. Bon, je vous raconterai tout ça dans une autre vidéo, mais voilà. Donc, il avait entamé ce processus. Donc, je crois que vous avez même dû entendre parler qu'à un moment, mon père a monté la fédération de pétanque en France. Donc, vous voyez, il y avait quand même, dans ce désir de se rapatrier, il y avait quand même une problématique de garder une passerelle, de garder un pied de chaque côté. Et encore aujourd'hui,
mon père est toujours partagé par ces trucs-là. Donc j'avais une discussion avec lui pas plus tard qu'il y a quelques semaines où je lui demandais où est-ce qu'il en était par rapport à ça, de son désir de rentrer en Corée, puisque de son côté, ma mère, elle, est de plus en plus vocale, exprime de manière de plus en plus vocale son souhait de rentrer au pays. Mon père m'a exprimé le fait que il est tellement catastrophé par l'état du taekwondo en France aujourd'hui, il se sent beaucoup trop responsable pour pouvoir partir l'esprit tranquille. Vous imaginez qu'à son âge, après tout ce qu'il a vécu, les bonnes choses comme les mauvaises, puisque des déceptions, il en a connu énormément, et il en a vécu des aventures. Et pourtant, malgré tout ça, il ressent encore une profonde responsabilité vis-à-vis du taekwondo en France. Et pour ces raisons-là, il se sent pas capable, il se sentirait lâche de rentrer vivre en Corée et de euh, vivre peut-être des jours heureux. Ça, je ne sais pas s'il y aurait peut-être d'autres jours heureux. Je pense que d'autres challenges viendraient avec ça. Mais voilà, c'était un premier aperçu. J'espère que cette vidéo vous mettra suffisamment l'eau à la bouche. Moi, de mon côté, je vais y aller un petit peu à tâtons, c'est-à-dire qu'en fonction de vos commentaires, des réactions, etc., et puis moi, de mon processus de production, je vais tenter de m'améliorer et de tâcher de faire des vidéos de plus en plus de meilleure qualité, d'un point de vue de l'écriture, d'un point de vue de la ligne éditoriale, etc. Mais en tout cas, c'était vraiment important pour moi que je puisse d'abord vous donner une première vision globale des objectifs de la chaîne, de mes objectifs personnels, des grandes thématiques qui sont à voir et à entrevoir. J'espère que j'espère que ça vous aura plu. Je crois que je me répète. J'espère que ça vous mettra l'eau à la bouche pour les prochaines vidéos. Et puis voilà, n'hésitez pas à vous abonner, comme ça fait monter le compte. N'hésitez pas à mettre en commentaire toute remarque, toute suggestion de choses que vous voulez voir. Et moi, je vais travailler sur les prochaines vidéos et on se retrouvera incessamment sous peu et on va essayer de se rencontrer de manière assez régulière pour que je puisse vous partager toutes ces choses-là. Allez, à bientôt!